changement climatique et la manière dont on l'a posé dans le panel, c'est la notion d'adaptation. Alors, l'adaptation, je vous donne la définition qui est mise dans le GIEC, donc qui est le groupe d'experts et de scientifiques qui travaillent sur les questions climatiques à l'échelle mondiale. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lu tous les travaux qui existent sur le climat et ils en ont fait une synthèse pour aider les décideurs à comprendre les problématiques du changement les problématiques du climat et prendre des décisions. Donc ça, c'est le GIEC. Et en anglais, on appelle ça IPCC, International Panel on Climate Change, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment la référence pour nous, scientifiques, et ça devrait l'être aussi pour le politique, dès qu'on parle de climat. Donc la définition de l'adaptation pour le GIEC, c'est, pour les systèmes humains, une démarche d'ajustement au climat actuel et attendu, parce que quand on parle de changement climatique, c'est tout de suite, mais c'est aussi penser au futur, parce que les choses vont changer dans le futur et il est en cours. Et donc les conséquences de ce changement climatique et comment en atténuer les effets préjudiciables et en exploiter les effets bénéfiques. Donc ça, c'est la définition de adaptation dans le GIEC. Donc maintenant qu'on a posé ça, il y a une première chose que je voudrais vous dire. Donc adaptation au changement climatique, gardons en tête, et on l'a déjà dit hier, que ce n'est pas seulement le changement climatique qui est le problème. Il y a d'autres facteurs qui jouent. Par exemple, de plus en plus de monde sur la planète, l'augmentation de la démographie, et ça c'est particulièrement vrai au Sénégal, l'urbanisation, l'artificialisation des terres, et tout va jouer ensemble. Donc on ne peut pas penser le changement climatique seul, il faut le penser avec les autres éléments qui jouent avec. Aujourd'hui, quand on voit par exemple des gens construire des maisons ici à Saint-Louis dans des zones inondables, urbaniser et bétonner des zones déjà inondables, c'est un problème. Voilà. Donc il faut garder en tête l'idée que c'est multifactoriel. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, donc ok, les réponses, l'adaptation, on en a déjà parlé hier aussi, mais ce n'est pas seulement adaptation, c'est atténuation du changement climatique. Donc c'est penser à réduire les émissions. Nous, là, les pays du Nord, on a une grande responsabilité là-dedans. Moi, je suis française, mon pays et les autres pays du Nord ont une grande responsabilité là-dedans. Mais tous les pays vont avoir une responsabilité et ont une responsabilité dans la diminution ou le maintien à un niveau bas des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut vraiment toujours penser les deux. Atténuer, adapter, ça veut dire déjà qu'il y a le changement et qu'on va devoir vivre avec. Mais il faut tout faire pour que ce changement soit le plus petit possible. Voilà. Donc maintenant on a dit ça, on va partir sur l'adaptation. Alors l'adaptation, effectivement, c'est les réponses qu'on met en place pour faire avec les conséquences du changement climatique. La première chose que je voulais dire à propos de ça, c'est qu'il y a déjà des choses qui existaient avant et qui aident à s'adapter. Donc le Sénégal a déjà un potentiel adaptatif et il faut le préserver. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas trop mon domaine, parce que moi je travaille plutôt sur la mer au Sénégal, mais j'ai travaillé aussi sur les questions agricoles avant. C'est les parcs à Faidherbia au Sénégal. Donc Faidherbia albida, c'est l'arbre que vous avez dans les cultures qu'on appelle le cad, je crois en Wolof. Et donc il y a un arbre qui aide à maintenir la fertilité des sols, qui aide à maintenir de l'humidité et un climat propice aux cultures. Ça existe aujourd'hui. C'est menacé à cause de la mécanisation de l'agriculture et de l'industrialisation de l'agriculture, alors que c'est un atout pour s'adapter. Donc peut-être que la première réponse, c'est de préserver les atouts que vous avez. Un autre exemple, c'est, je pense au lac Rose, Ramlen lac Rose. Là-bas, donc, il y a le lac, il y a des dunes, un bon système dunaire avec des grosses dunes. Sur les dunes, il y a des fils à eau. Donc ça protège le lac et toute la zone derrière de la montée des eaux. Aujourd'hui, il y a des projets d'urbanisation et de construction de quartiers sur cet espace. On prévoit de couper des arbres, on prévoit de faire des immeubles, et ça va saper, ça va détruire un atout de protection face au changement climatique. Donc je pense qu'un premier message, c'est des atouts, il y en a, et il faut les préserver. Il ne faut vraiment pas les détruire au fil du processus. Donc il y a un enjeu à les identifier et à les sauvegarder. Voilà, ça c'est la première chose. Après, donc,
on a un potentiel adaptatif, ok. Parfois, il faut restaurer ce potentiel parce qu'on est dans des zones trop vulnérables. Donc là, je vais prendre des exemples sur les risques côtiers. Donc sur les risques côtiers, et notamment la montée de la mer, la montée des eaux, comme on dit, il y a plein de réponses qui existent au Sénégal, qui sont en train d'être mises en œuvre. Il y a des solutions en dur, comme des brise-lames, ou des digues, ou des épis, par exemple à à Sali, par exemple à Djifer, on a construit un mur contre la mer. Voilà, donc ça, c'est des solutions en dur. Après, on a tout ce qui est solutions basées sur la nature. Nature-based solution en anglais. Donc ça, des choses qui se font au Sénégal, c'est replanter des mangroves, replanter des filaos, permettre qu'il y ait du sable qui vienne pour maintenir les cordons de sable et protéger la côte. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature. Il y a aussi des solutions douces au Sénégal qui existent. Par exemple, on plante des bâtons et des palmes dans le sable pour piéger le sable et permettre aux dunes et à la plage de se maintenir. Donc ça, c'est des choses que vous voyez par exemple à Diogué en Casamance ou à Dionewar dans le delta du Saloum. Donc voilà, il y a plein de choses. Je peux aussi mentionner l'importance de penser la planification urbaine et territoriale, donc adapter les plans d'urbanisme et contrôler pour que par exemple on n'aille pas construire en zone inondable. C'est aussi une façon de s'adapter, c'est la gouvernance et la politique publique. Voilà, donc plein de réponses possibles. L'enjeu, c'est qu'elles soient vraiment adaptées aux contextes locaux, ancrées et appuyées par les communautés elles-mêmes. Si les gens ne sont pas concernés, ça ne va pas tenir dans le temps. Donc c'est bien d'avoir des initiatives qui viennent avec des moyens qui viennent de fonds internationaux ou de grandes ONG. Si les gens sur place ne comprennent pas ce qu'on fait et ne s'impliquent pas dans la maintenance des solutions mises en œuvre, ça n'a pas de sens. Et on va perdre du temps et de l'argent. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu d'implication des gens, de dialogue et de choisir ça tous ensemble. Voilà, peut-être un petit mot sur la migration, parce qu'on est sur changement climatique et migration. Une des solutions extrêmes, et sur laquelle moi je travaille à Saint-Louis aussi, c'est la relocalisation, qui est une forme de mobilité et de migration. À Saint-Louis, c'est à petite échelle, dans le sens où c'est de la Langue de Barbarie jusqu'au quartier de Djougop, qui est près de l'université, donc c'est 10 km. Mais quand même, à cause des risques côtiers à Saint-Louis, 15 000 personnes, c'est Gendar, Djougop, Gorumbach, Gendar, Dartout, Gorumbach, tous ces quartiers-là, 15 000 personnes qui habitent vraiment le long du front de mer vont être relocalisées à Djougop, à 10 km de là. Donc c'est une forme de réponse et de mobilité, c'est le recul. Se dire qu'on ne peut pas tenir face à la mer et qu'à un moment donné, il faut reculer. Donc la migration et le mouvement peut être vu comme une stratégie d'adaptation. Ce que nous dit le GIEC à ce sujet, c'est souvent que les migrations, elles sont involontaires. On quitte un endroit parce qu'on n'a plus les moyens d'y vivre bien. Et que dans ces cas-là, ça génère plutôt de la vulnérabilité qu'autre chose. Donc c'est rarement associé à quelque chose de positif dans les études. Migrer de manière involontaire parce qu'on perd ses moyens de subsistance quelque part, ça a des conséquences négatives. Et je ne sais pas si je m'arrête là pour l'instant pour faire tourner un petit peu la parole. Oui, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Madame Clara. Merci pour les précisions. Je sais que vous n'êtes pas dans la hiérarchisation des responsabilités.